On a vu un enfant de 13 ans avec qui a attaqué au pistolet et il avait laissé un message Facebook qui dit beaucoup de la détermination et du calme de ce jeune homme. Il avait de 13 ans, je ne sais pas si on peut dire jeune homme, de ce garçon. Il avait mis sur son compte Twitter pour sa maman. J'ai le message. Oh là là. Maman, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Ça dit beaucoup. Ça veut dire qu'il était calme. Il s'excusait auprès de sa maman. Donc, il était dans une famille aimante. Et il a fait ce geste. Oui, qui est un geste, effectivement, attaquer. On peut condamner. On doit condamner contre des civils, mais c'est un geste où il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce geste? Parce qu'il y a une désespérance. Il a 13 ans. Donc 13 ans, on est en 2023, il est né en 2010. Donc il n'a même pas connu les soi-disant accords de paix d'Oslo qui n'ont pas débouché sur la paix. Il n'a connu qu'une occupation. Parce que il faut revenir toujours aux fondamentaux de ce conflit. C'est un conflit entre un pays qui occupe un autre pays, occupant, occupé, et il y a des zones occupées, il y a des zones qui ne le sont pas. La Cisjordanie, Jérusalem-Est, etc. Il y a des résolutions de l'ONU, etc. Il y a eu un processus de paix qui n'a pas abouti, il y a une autorité palestinienne qui est débordée, et il y a un gouvernement israélien qui est un gouvernement extrémiste avec des personnalités comme Smotrich ou Itamar Ben-Gvir qui sont des gens qui ouvertement disent il faut expulser les Palestiniens, et on l'a vu, on en parlera dans les mesures qui ont été prises. Donc si vous voulez, ce qui arrive n'est hélas pas surprenant. Ce qui est entre guillemets intéressant, c'est que ça n'a pas été revendiqué par des organisations. On n'est plus comme dans la deuxième intifada en 2001-2002 où il y avait une structuration de cette intifada, d'ailleurs une erreur par l'autorité palestinienne. C'est une violence spontanée de jeunes qui ont 13 ans, qui disent voilà, j'en ai marre, comme d'autres jeunes dans d'autres terrains en Iran, on en marre d'un régime. Donc c'est une sorte d'appel au secours meurtrier, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'on est qu'au début de cette vague de violence, parce que, on va en parler, il y a un gouvernement israélien qui ne veut absolument pas renouer les fils de la négociation avec les Palestiniens, et les Palestiniens eux-mêmes sont divisés entre une autorité vieillissante avec Mahmoud Abbas qui a 87 ans, les islamistes à Gaza qui vont profiter de cette regain de violence pour améliorer leur position. Donc, c'est une impasse qui va nous amener à plus de violence. Et Bertrand Badi, alors comment comprendre ces deux phrases de Benyamin Netanyahou qui demande aux Israéliens de ne pas se faire justice eux-mêmes? Ça veut dire qu'ils le redoutent, mais dans le même temps, on sait que l'une des conséquences de cette double attaque palestinienne, c'est que davantage d'Israéliens auront le droit de porter leurs armes. Alors on ne comprend pas très bien, si on a une arme, c'est pour se défendre, c'est quelque part pour se faire justice soi-même. On se dit que tout est là pour précisément entrer dans un engrenage dont on ne voit pas l'issue. Oui, entrer, c'est un terme qui me paraît peut-être pas tout à fait exact. On est depuis un certain temps dans cet engrenage, on l'est à bas bruit. Parce que on n'en parle pas beaucoup. Et avec le dossier ukrainien, on a comme oublié ce phénomène. Il ne faut pas oublier que l'année 2022 a été, depuis fort longtemps, l'année la plus meurtrière des Palestiniens. Il y a plus de 200 Palestiniens qui ont été tués dans les territoires occupés, sans que l'on mentionne la chose, ni dans les médias, ni dans les chancelleries. Et je voudrais quand même appuyer sur ce thème chancellerie, parce que il était un temps, quand on retourne aux fondamentaux, justement, il était un temps où ce conflit était un conflit international, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, d'abord, on parlait du conflit israélo-arabe beaucoup plus que le conflit israélo-palestinien. Il y avait une solidarité des États arabes autour de la cause palestinienne qui était même emblématique du nationalisme arabe, de l'émancipation avec la décolonisation, et c'était aussi un conflit qui était pris en charge par le système international. C'est vrai qu'il a disparu des pages de politique étrangère, alors qu'il était central aujourd'hui. Et là, je crois qu'on touche du doigt on en parle moins. Quelque chose de doublement important, c'est le désintérêt, je vais employer un oxymore, le désintérêt militant des gouvernements pour ces questions, y compris des gouvernements. C'est-à-dire militants? Eh bien, c'est-à-dire que c'est un choix délibéré, voulu, conscient. Ce n'est pas un oubli comme lorsque l'on oublie. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi que ça fait un demi-siècle qu'on en parle, bon bah voilà, on n'y arrivera jamais, on baisse les bras, quoi. Eh bien, c'est l'idée qu'effectivement,
marquer sa solidarité avec les Palestiniens est cyniquement plus coûteux et pour les gouvernements arabes et pour les gouvernements européens et au-delà que prendre en charge ce conflit, de tenter de trouver une solution, là où, notamment, au Conseil de sécurité, les États-Unis bloquent tout. Alors, ce qui veut dire une chose très importante, parce que... Non, mais moi, on va aller sur l'international, mais juste, d'abord, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Si vous permettez, il y avait un point-virgule à la fin de ce que j'ai dit. Ça veut dire une chose, c'est que le conflit palestinien, il est pris en charge par les sociétés beaucoup plus que par les États. Oui. Et ça permet de répondre à votre question. On l'a vu à la Coupe du Monde. Exactement. Et une solidarité extraordinaire. Les peuples arabes sont en soutien total avec le peuple palestinien lui-même, qui prend directement en charge cette affaire. Et je dis le peuple, même pas l'autorité palestinienne, le peuple palestinien, les peuples arabes. Et même, combien de fois ai-je vu dans les cortèges de gilets jaunes en France des drapeaux palestiniens? Alors, non, mais quand même significatif. Juste avant qu'on revienne sur la dimension planétaire et géopolitique de ce conflit, allons un tout petit peu à Jérusalem. Jean-Paul Chagnolot, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. C'est éminemment complexe et c'est vous les sachants, donc je suis en grande humilité là-dessus. Mais je lis qu'il y a un tiers de la population à Jérusalem qui est palestinienne. Ah oui. Je lis que vendredi soir, les victimes israéliennes, c'était jour du Shabbat, ont été prises en charge, sauvées, soignées par des médecins tous arabes qui font tourner les hôpitaux le jour de Shabbat. Donc on a l'impression quand même, quand il y a un tiers de la population d'une ville qui est palestinienne, on est obligé de vivre en bonne intelligence. Donc on ne comprend pas très bien comment au quotidien, alors justement je vous vois, voilà, au quotidien ça se passe mal malgré cette loi des grands nombres. Je crois qu'il faut partir... Là encore, des fondamentaux, comme disait Georges à l'instant, je crois que... Quand on est soigné par un chirurgien arabe, on le remercie. Alors, il faudrait avoir une carte, mais Jérusalem est au cœur du conflit, à la fois d'un point de vue politique, géopolitique et quelque part géographique. Ouais. Quand on parle de Jérusalem, il faut bien distinguer la partie ouest de Jérusalem de la partie est. Et en 1948, lorsque l'État d'Israël est créé, eh bien, il y a du côté israélien la partie ouest, sans la vieille ville. Et la vieille ville où se concentrent tous les éléments religieux, culturels et donc quelque part politiques, appartenait à la Jordanie. Et quand on parle de Jérusalem-Est, c'est la vieille ville plus toute l'autre partie plus moderne de la ville. Donc, à partir de 67, ces deux parties, l'Ouest et l'Est, sont donc dominées par la puissance occupante. C'est-à-dire qu'Israël est bien chez lui à l'Ouest, mais à l'Est, c'est un territoire occupé. Toutes les résolutions des Nations Unies rappellent que Jérusalem-Est est un territoire occupé. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mixité, c'est ça, territoriale. Alors maintenant, si on regarde du point de vue de la démographie, à l'Ouest, il y a 100% de Juifs israéliens. Il n'y a plus un seul Arabe. En 1948, ils ont quitté quelquefois de quelques centaines de mètres pour aller à l'Est. Et à l'Est, donc à Jérusalem-Est, vous avez 500 000 habitants. Et sur les 500 000, il y a 300 000 Palestiniens et 200 000 colons israéliens. Ils sont installés depuis 1967. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc quand on parle de Jérusalem-Est, on est dans une situation non pas où les Palestiniens sont en minorité, ils sont en majorité à l'Est et en minorité par rapport à l'ensemble. Bien sûr. Et première remarque. Et deuxième remarque qui est très importante et qu'on oublie trop souvent, quand on prend la vieille ville, par définition, la vieille ville est enserrée dans des murailles. Et donc on va pas créer des immeubles, on est dans une, comment dirais-je, un ensemble démographique qui ne peut pas bouger, de l'ordre de 40 000 habitants. Or sur les 40 000 habitants, il y a, on va dire, 35 000 Palestiniens musulmans en majorité, chrétiens de plus en plus en minorité. Donc voilà la situation. Et donc, dans la vieille ville, les Palestiniens sont très largement majoritaires. Donc voilà. Et quand on parle de cet attentat à Jérusalem-Est, et bien entendu, c'est condamnable. Et en même temps, on peut, comme tu l'as très bien dit, expliquer les choses. Eh bien, ça se passe dans un quartier qui est une colonie, c'est-à-dire que ça a été pris par les Israéliens. Et je voudrais juste ajouter un mot sur la jeunesse, ça me paraît important. Juste pour revenir à un fondamental qui est, pour moi, les générations. Si vous regardez l'histoire du conflit, on va pas aller très loin, mais disons, tous les 20 ans, vous avez des séquences nouvelles. Or, la jeunesse qu'on voit surgir, qui a 14, 15, 20 ans, 13 ans, ça c'est quand même... Eh bien, c'est la jeunesse qui n'a rien connu de ce qu'a pu être à un moment l'espoir de deux États, l'espoir d'une solution politique, l'espoir d'une perspective politique. Donc c'est la jeunesse qu'on pourrait appeler la jeunesse du mur, c'est-à-dire celle qui n'a connu que ça, qui n'a connu que les éléments sécuritaires et qui n'a connu que
des colons de plus en plus violents et un durcissement des positions. Et donc, c'est cette jeunesse qui arrive à maturité, mais 13 ans, c'est quand même pas de la maturité, ce qui dit beaucoup de choses. Eh bien, ils se retrouvent là, dans cette désespérance. Et à partir de là, tout est possible, y compris le pire. Et c'est pour ça que je crois que nous entrons dans une nouvelle séquence. Parce que justement il y a cette jeunesse qui est arrivée et qui va être sans doute une séquence où on aura évidemment des moments où il va rien se passer et d'autres moments où il va y avoir des violences terribles. D'autant plus qu'il y a ce gouvernement dont on a parlé tout à l'heure. On va en parler de ce gouvernement. Juste pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, vous compreniez pas, mais c'est normal parce que le gouvernement israélien est dans une impasse stratégique. Vous l'avez dit, sur le port d'armes, il freine l'utilisation et il en remet. Ces actions de violence ont remis justement Jérusalem au centre de l'équation. On l'a bien compris, tu l'as bien expliqué, Jérusalem fait partie du conflit. Il y a une zone occupée et donc qui fait partie des résolutions des Nations Unies, etc. Il y a une intensification de la colonisation aussi à Jérusalem Est depuis 10-15 ans, hein, notamment depuis 2005. Et donc, c'est une impasse stratégique parce que le gouvernement israélien n'a que des réponses sécuritaires à apporter qui ne vont faire que aggraver la désespérance côté palestinien, d'où le recours à la violence. C'est une impasse stratégique parce que les nouveaux amis arabes d'Israël, Émirats arabes unis, Maroc en particulier, vont être obligés de durcir leur position parce que quand on est aujourd'hui au gouvernement israélien, quand on se rappelle Itamar Ben-Gvir, qui est un jeune homme, enfin il est plus jeune homme aujourd'hui, moi je l'ai connu le lendemain de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le 6 novembre 1995 à Jérusalem, je l'interviewais, il applaudissait à la mort d'Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin aujourd'hui... Parce qu'il était trop modéré. Parce qu'il était ami avec Yigal Amir, qui était un terroriste juif, parce qu'il voulait faire la paix. Et donc ce monsieur aujourd'hui est responsable, il faut expliquer à chaque fois. Mais oui, mais il faut revenir. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est cyclique. Et parce que les fondamentaux, eux, ne changent pas. Et donc il faut avoir tout ça à l'esprit pour expliquer pourquoi il y a régulièrement des accès de violence, parce qu'il y a un problème fondamental d'occupation occupée, comme il y a un conflit en Russie, en Ukraine aujourd'hui. Des résolutions internationales ont été adoptées, et c'est aussi, on y viendra peut-être, mais c'est aussi pourquoi il y a une espèce de perception du double standard par une grande partie de la population. Alors, tout cela s'inscrit... Et que la conquête, maintenant, ça ne marche plus. Tout cela s'inscrit avec un durcissement du régime israélien. Benjamin Netanyahou a été réélu Premier ministre avec un gouvernement très à droite, alliant donc le parti de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxe juif. Gouvernement contesté dans la rue. Je vous propose de revoir ce sujet diffusé il y a 2 semaines de Malik Mikhtar, qui montre donc ces manifestations d'Israéliens qui contestent cette dérive droitière du gouvernement. Sur la place Habima à Tel Aviv, malgré la pluie battante, des dizaines de milliers d'Israéliens. Dans leur viseur, le projet de réforme de la justice. Il prévoit la possibilité pour le Parlement et la majorité au pouvoir d'annuler une décision de la plus haute juridiction en Israël, affaiblir le pouvoir judiciaire et renforcer le législatif. Une dérive qui pourrait remettre en cause les droits des citoyens, notamment ceux des minorités. Je suis inquiet pour son avenir. Je veux que ma fille soit libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Si elle grandit et qu'elle aime une femme, qu'il en soit ainsi. Et si elle grandit et qu'elle aime un Palestinien, qu'il en soit ainsi aussi. Autre projet qui inquiète les près de 80 000 personnes réunies dans le centre-ville de Tel Aviv, la volonté du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays de renforcer les colonies, voire d'annexer une partie de la Cisjordanie et de transférer des Arabes israéliens vers les pays voisins. Les manifestants dénoncent également la présence dans le gouvernement de ministres ouvertement homophobes et misogynes comme Itamar Ben-Gvir. Un glissement toujours plus à droite qui, selon eux, menace la démocratie en Israël. Je pense que le gouvernement israélien devrait comprendre qu'il n'a pas pour mandat de détruire la démocratie israélienne. S'il pense pouvoir détruire les contre-pouvoirs, qu'ils sachent qu'ils n'y arriveront pas. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour sauver la démocratie israélienne. Un homme concentre tous les mécontentements, Benjamin Netanyahou. Il cristallise des fractures de plus en plus visibles. Son parti a appelé à moins de précipitation de sa part, tandis que l'opposition réclame l'intervention du président, dont le rôle est symbolique en Israël. Les organisateurs de la manifestation, eux, préviennent. Ils reviendront massivement protester. Alors, Bertrand Badi, il y a une droitisation de la société israélienne ?
Alors, ce sont des termes qui peuvent égarer. Il y a un contexte général qui est une montée du populisme, et cette montée du populisme, elle s'imprime sur la société israélienne de manière extrêmement claire. À quoi c'est lié le populisme? C'est lié à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est une défiance à l'égard des institutions et de la classe politique. C'est un phénomène universel qui se retrouve en Israël comme ça peut se retrouver ailleurs. Deuxièmement, c'est une remontée des paramètres identitaires et traditionnels par rapport à ceux qui relèvent de la mondialisation. Et ça, c'est un phénomène très très net. Effectivement, je m'affirme en tant que juif et juif ultra-orthodoxe. S'affirmer en tant que juif, s'affirmer aussi à travers l'emblématisation des valeurs traditionnelles, l'homophobie, l'extrême nationalisme, tout ce qui, effectivement, fait écho à ce qu'on entend au Brésil ou ce qu'on entend dans la Russie de Poutine. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une sorte de Trumpisme à l'israélienne. Il y a quelque chose qui y ressemble. Et la troisième composante du populisme, c'est la croyance en l'inefficacité des institutions politiques. C'est-à-dire on n'est jamais si bien défendu que par soi-même. Et effectivement, c'est l'un des visages inquiétants de cette société israélienne que de considérer que c'est à soi-même de faire le travail, c'est aux colons de se défendre, c'est aux milices de pouvoir s'exercer. Alors, ça veut dire quand même quelque chose d'extrêmement important, mais il faut être prudent en même temps. Ce n'est pas avec le gouvernement Netanyahou que cette affaire a commencé. Je disais tout à l'heure que l'année 2022 a été une année extrêmement violente. Parce qu'il est au pouvoir depuis le 29 décembre. Exactement. Mais je ne vois pas dans le rapport aux Palestiniens de différence majeure par rapport à ses prédécesseurs qui maintenant l'accusent d'être un gouvernement fasciste et tout ce qui s'en suit. On a vu des Poutine, Bibi égale Bibi, Benjamin Netanyahou. Voilà. Mais je crois quand même qu'il y a là quelque chose de très important, à savoir un repli sur soi en disant mais de toute façon la communauté internationale ne nous défendra pas, elle ne nous comprend pas, les institutions ne sont pas assez clairement protectrice de nos droits, donc on le fait nous-mêmes. On le fait nous-mêmes, c'est des choses qu'on entend un peu partout dans le monde en ce moment, qui touchent tout particulièrement effectivement la société israélienne, et qui est encouragée, il faut bien le dire, par le fait que la communauté internationale laisse faire. Jean-Paul Chaniolo, est-ce qu'il y a aussi le fait de l'arrivée d'une nouvelle immigration en Israël venue, je sais pas, de Russie, et qui, vous savez, avec la foi des nouveaux arrivants, serait plus puriste que les anciens qui étaient là auparavant? Est-ce que la population israélienne a changé et ça pourrait expliquer aussi cette dérive droitière? Elle a évidemment changé sur beaucoup de plans, mais je crois que ce qui est important, c'est le cadre du populisme dont on vient de parler. C'est un cadre général, ce que Bertrand vient d'expliquer. On pourrait en parler pour l'Europe. Mais je veux dire, oui, mais justement, mais je pense qu'il y a à un moment donné des spécificités qu'il faut pas ignorer. C'est-à-dire que on a effectivement un personnage populiste qui renvoie aux critères, par exemple, dévitaliser la Cour suprême, c'est au cœur de toute démarche populiste. C'est une chose. Mais il y a autre chose de plus profond en Israël et de plus ancien. Si on vient, par exemple, à l'époque d'Oslo, qu'on a évoqué tout à l'heure. Les accords d'Oslo 93. Voilà. 93. Il y avait 2 mouvements, mais d'une très grande intensité. L'un qui était porté par Rabin. La gauche, à l'époque, était pratiquement majoritaire. 56 sièges sur 120 avec Rabin. Et puis, vous aviez un autre courant qui était un courant nationaliste, religieux, identitaire, qui, à mon avis, va nourrir du populisme bien plus tard, mais qui fondamentalement est celui-là. C'est-à-dire qu'il revendiquait l'ensemble du territoire parce que c'était le territoire du peuple juif. Et ce mouvement-là était, à ce moment-là, minoritaire. Et si on prend les années 70, il était ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Par exemple, le Gush Emunim. C'est l'histoire de l'extrême droite qui passe de minoritaire à majoritaire. Sauf que là, attendez, je voudrais finir sur ce point. Donc ce mouvement-là a été très loin, puisque l'assassinat de Rabin, le 4 novembre 1995, eh bien, c'est quelqu'un qui appartient à cette mouvance. Et quand tu disais que Ben Gvir avait applaudi, c'est bien ça. Or, ces gens-là, il y a eu une élection. Et pour moi, c'est un moment central, nodal. C'était en mai 1996, donc quelques mois après l'assassinat de Rabin. Vous avez 2 candidats à une élection au Premier ministre, au suffrage universel direct à l'époque. Il y avait d'un côté Netanyahou, de l'autre Pérez. Netanyahou l'a emporté de très peu, de très très peu. Et Pérez a dit à ce moment-là, dans son analyse, eh bien voilà, c'est ce nationalisme identitaire qui l'a emporté contre ce qu'il appelait les citoyens israéliens, la citoyenneté israélienne. Et je pense que le clivage était là. Et à partir de 2001, ça a complètement basculé, d'abord vers la droite,
droite, et ensuite ce mouvement qui aujourd'hui, qui encore était même interdit, certains des membres de cette filiation idéologique étaient interdits dans les années 80. C'est le parti Cash dont s'inspire Ben-Gvir. Et ce parti-là est aujourd'hui, encore un mot, il est aujourd'hui au pouvoir. Non seulement il est au pouvoir, mais par rapport à la population israélienne, il est soutenu parce que c'est un système très très démocratique du point de vue de l'élection. Et donc ça représente bien non seulement la population israélienne, mais aussi la jeunesse. C'est la jeunesse qui en partie a voté pour Ben-Gvir. Et c'est ça qui est terrible. On va vers un avenir qui est terrible parce que la jeunesse a été construite, socialisée comme ça. Donc c'est pas simplement du populisme, c'est plus profond que ça. Dans le sujet, on a entendu, Georges Malbruno, ça paraît quoi? L'idée d'expulser les Arabes vers les pays voisins. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend par la main et hop, c'est une vieille recette, ils l'avaient fait en 92 ou 13, ils avaient expulsé au sud Liban 400 Palestiniens et qui se sont en 48, etc. 67. Ça ne marche pas. Je reviens à ce que je vous disais, impasse stratégique. Mais par rapport à la droitisation que vous évoquiez à juste titre... Il n'y a plus de gauche en Israël. Non, il n'y a plus de gauche. Parce qu'il faut dire aussi que même la gauche... Aujourd'hui, il y en avait 56 en 80. Même la gauche, en 1993, moi j'ai été basé à Jérusalem, j'ai vécu à Jérusalem 9 ans, 93-2002, pendant l'espoir du processus de paix, qui a été bref quand même, l'espoir, la colonisation justement sous la gauche israélienne s'est accentuée aussi. Donc ça c'est un fond. Mais ce que je veux dire c'est que cette droitisation de la société israélienne est d'autant plus incompréhensible qu'on n'est plus en 1970 où effectivement le monde arabe voulait peut-être mettre les Israéliens à la mer, l'OLP vaincra, etc. Le monde arabe aujourd'hui s'est rapproché considérablement d'Israël. Les pays ont normalisé leurs relations. Il n'y a qu'un pays qui veut officiellement attaquer Israël, c'est l'Iran, qui n'est pas un pays arabe. Donc la cause palestinienne est oubliée. Il y a eu pendant quand même des années, c'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé, c'était un conflit de basse intensité. Il n'y a plus de menace existentielle pour Israël, c'est ce que vous dites. Par les Palestiniens. C'est pas les Palestiniens face à un État qui a 100 ogives nucléaires qui vont les menacer. Pas de menace par la Jordanie, pas de menace par l'Égypte, pas par le Golfe, pas par la Syrie qui n'existe plus, pas par l'Irak. Donc où est la menace? Où est la menace? Donc là, il y a eu quelque chose de fondamental. Comment vous l'expliquez cette radicalisation? Et je pense qu'il y a une peur instinctive de la concession chez les Israéliens parce que effectivement il y a le poids de l'histoire qui a été tragique et donc et puis je l'explique aussi par le fait que les Israéliens ont gagné. Diplomatiquement, depuis 2002, avec la deuxième intifada, les Palestiniens ont engagé, parce que le processus de paix menait à rien, et donc Arafat en a eu marre de se faire humilier, il a pris position en faveur. Bon, ça a été une défaite pour les Palestiniens, il y a eu la lutte antiterroriste à laquelle les Israéliens sont très forts, on adhère à cette lutte antiterroriste, diplomatiquement les Israéliens ont gagné, politiquement ils ont gagné, les Palestiniens sont divisés, Mahmoud Abbas est un vieux monsieur vieillissant, etc. La cause palestinienne est oubliée. Et donc, les Israéliens se disent, en plus, il y a un certain nombre de pays arabes qui normalisent leurs relations avec nous, donc pourquoi ferions-nous des concessions? Donc il y a une espèce, ils se bercent d'illusions. Mais jusqu'où cette radicalisation? Je sais qu'Amnesty International a employé le mot d'apartheid. Oui. Comment ça va se terminer? Parce que de proche en proche... Il faut quand même voir que... Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Georges Malbruno, j'ajouterai une chose, c'est que le système international ne constitue même plus un rempart pour limiter... Alors Anthony Blinken, il vient là. Oui, il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'Israël bombardait régulièrement les positions du Hezbollah en Syrie, avait cassé la moitié de l'aéroport de Damas il y a quelque temps, et que la Russie, qui est la grande suzeraine de la Syrie, n'a pas dit un mot? C'est-à-dire qu'il y a une connivence qui s'est constituée entre la Russie et Israël. Les liens entre Israël et les États-Unis sont extrêmement forts. Comme il vient d'être dit, l'ensemble pratiquement... Israël est à l'aise dans la mondialisation. Oui, mais plus que ça. C'est-à-dire qu'en plus... Il y a une couche supplémentaire, c'est que Israël, en étant la seule puissance nucléaire régionale, s'est assuré une situation d'hégémonie également sur le plan stratégique. Donc rien ne peut l'affaiblir, rien ne peut l'intimider, rien ne peut le contenir. Un mot sur on est dans cette logique. Alors vous parliez de l'Iran tout à l'heure, ce sera intéressant. Alors justement, on va y aller à l'Iran, mais d'abord un mot sur la cause palestinienne, le sort des Palestiniens. Qu'est-ce qu'on fait quand on est palestinien et qu'on habite la bande de Gaza? Eh bien, beaucoup, du coup, veulent fuir cette bande de Gaza. Vous voyez ce reportage très fort, parce que la traversée peut mal se terminer, de Benoît Mousset. Il rêvait d'une vie meilleure en Europe. Younes, un Gazaoui de 21 ans, n'est jamais revenu chez lui. Il est mort noyé en mer Méditerranée il y a quelques semaines. Sa famille
pleure aujourd'hui sa disparition. Il voulait, en tant que jeune étudiant en comptabilité et habitant de Gaza, avoir un autre avenir qu'ici. Il était plein de projets, il souhaitait se marier, avoir une maison, acheter une moto, vivre normalement. Rien n'a marché comme prévu. C'est la dernière image de Younes en vie, une vidéo qu'il a envoyée par téléphone. En octobre dernier, il était en Libye et attendait l'opportunité pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Italie. Le plus dur était fait, pensait alors sa famille, car arriver jusqu'aux côtes libyennes lui a pris beaucoup de temps, presque 10 mois, et beaucoup d'argent. Un parcours dangereux et semé d'embûches, comme le raconte sa mère. On a dépensé beaucoup, $6 000 pour qu'il puisse partir d'abord en Égypte. Après, on a déboursé $2 000 quand il était en Libye. Mais là-bas, il a été kidnappé. Il a donc fallu payer une rançon. En tout, c'est presque $9 000 qui sont partis. Et notre fils est mort. Avant son départ, Younes a connu la guerre et les bombardements israéliens sur Gaza. Il vivait dans une maison collée à tant d'autres. 2 millions de personnes vivent sur cette bande de terre. Plus de la moitié à moins de 18 ans. Des jeunes qui vivent dans la précarité. Pas ou peu d'emplois, un conflit sans fin et un avenir sombre qui pousse les plus déterminés à l'exil malgré les dangers. Le chômage est le principal facteur qui incite les jeunes de Gaza à partir. Mais il y a aussi d'autres raisons. Le manque de sécurité, les problèmes d'eau et d'électricité poussent les gens à quitter aujourd'hui Gaza. Pour gagner l'Europe, le plus court chemin passe par la périlleuse traversée de la Méditerranée, le plus souvent entassé à bord d'une embarcation de fortune. Après un long voyage, certains parviennent à atteindre leur objectif, monter à bord d'un bateau d'une ONG qui les conduira vers la Grèce ou l'Italie. Jean-Paul Chaniolo, pour bien comprendre, hein, la bande de Gaza, c'est 40 km de long et de large, 10 km. Il y a 2 millions de Palestiniens. C'est quoi? C'est une prison à ciel ouvert? On ne peut pas s'en échapper de Gaza? C'est une prison à ciel ouvert. Les Israéliens ont donc décidé d'évacuer les quelques colonies qu'il y avait à l'époque. C'était à l'été 2005. Mais immédiatement, il y a eu un blocus. Et après, il y a eu des éléments politiques qui sont venus se greffer, c'est-à-dire le début de la fracture au sein des Palestiniens entre le Hamas et puis, disons, le Fatah et l'autorité palestinienne. Et donc, le Hamas a pris, à partir de 2007, a pris le contrôle de cette bande de terre. Le Hamas qui est considéré comme une organisation terroriste. Oui, alors après, on peut discuter. Mais bon, en tout cas, le Hamas aussi porte une responsabilité assez considérable, à mon avis, dans cette affaire. Parce que justement, il aurait pu peut-être utiliser, ou plutôt les Palestiniens auraient pu utiliser cette bande pour faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Et le Hamas a vraiment voulu en constituer un émirat. Mais bon, cela étant dit, les jeunes qui sont là sont vraiment prisonniers. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit ces jeunes qui partent. En fait, les Palestiniens ne s'en vont pas. Ils restent parce qu'ils savent que s'ils partent des territoires occupés, d'Hébron, de Jénine, d'ailleurs, ils savent qu'ils pourront pas rentrer. Et c'est une vieille... Revenir? Ils pourront pas revenir, parce que c'est toute l'histoire du peuple palestinien qui, en 1948, il y a 750 000 Palestiniens, c'est-à-dire les 3/4 des Palestiniens qui étaient sur ce qui devient l'État d'Israël vont s'en aller à cause de la guerre ou parce qu'ils sont chassés et ils ne pourront jamais revenir. Donc, quand on revient, il y a une maison, c'est une colonie israélienne. Voilà, c'est ça. Donc ils ne partent pas. Et là, par contre, à Gaza, effectivement, c'est tellement étouffant. Des jeunes qui sont nés depuis 2000 n'ont jamais pu sortir de cette bande de Gaza, à quelques exceptions près. Donc c'est quelque chose de dramatique. Et donc on a ces images terribles de jeunes qui vont tenter cet exil. De quoi on vit quand on est à Gaza? Il y a des aides humanitaires. On vit essentiellement... Et pourquoi on ne peut pas au moins aller se réfugier en Égypte? On a une sortie là vers le... La frontière est fermée. La frontière est fermée. Ce que faisaient les Gazaouis, ils passaient par les tunnels. Mais je voudrais ajouter un ou deux éléments. Et les Égyptiens l'ont fermé. Et les Égyptiens l'ont fermé. C'est l'élément démographique. Il y a 20 ans, quand j'étais là-bas, il y avait 1 million de Palestiniens à Gaza. Aujourd'hui, il y en a 2 millions. Et dans 15 ans, il y en aura 3 millions. Alors c'est intenable. C'est intenable. Il y a 20 ans, les roquettes du Hamas artisanales, elles avaient 2 kilomètres de portée et elles tombaient souvent en Palestine plutôt qu'en Israël. Aujourd'hui, grâce à l'aide de l'Iran, parce que la nature ayant horreur du vide, même si l'autorité palestinienne est absente, même si la communauté internationale est absente aussi, d'autres acteurs sont arrivés. Et aujourd'hui, les roquettes du Hamas, elles ont 150 kilomètres de portée. Il y a un vaste réseau souterrain. Donc elles peuvent toucher... Elles peuvent toucher Tel Aviv, elles peuvent toucher Jérusalem, elles l'ont fait l'an dernier. Donc ce que je veux dire, c'est que... Donc ils ont un mini
je vais caricaturer, mais ils ont un mini Daesh, les Israéliens. Non, pas Daesh. Non, pas Daesh. Il y a plutôt un mini Hezbollah. Un mini Hezbollah parce que, eh bien, dans 15 ans, il y aura 3 millions d'habitants à Gaza. Les roquettes du Hamas seront encore plus performantes. Et donc, il y a une nécessité, justement. Gaza, c'est l'exemple même du Est-ce que l'Iran a encore les moyens de soutenir le Hamas à Gaza? L'Iran a touché un fouetté quand même. Bien sûr. Non, l'Iran a encore les moyens. L'Iran l'a fait. Elle a peut-être moins de moyens, mais l'Iran peut déléguer au Hezbollah, qui est son meilleur allié dans la région, le soin. C'est ce qui s'est passé. Qassem Soleimani, l'ancien patron de la force Al-Quds, est venu à Gaza dans les années 2008. Imad Mourdiyeh du Hezbollah sont venus. Je veux dire, c'est que tant qu'il n'y aura pas, pour finir, de processus de paix rétabli, eh bien, il y aura une dégradation et qui ira vers, côté israélien, vers une radicalisation, et côté palestinien, peut-être Daesh, parce qu'on a vu l'émergence de souches de Daesh à Gaza. Donc, il faut revenir à la table des négociations, et pour ça, il faut que les États-Unis, le seul pays en qui Israël a confiance et vis-à-vis duquel Israël a peur, eh bien, les États-Unis exercent une pression. La seule fois où la paix a avancé, c'est en 1991, lorsque pour la première fois, les États-Unis, James Baker, secrétaire d'État, on va revoir la photo de 93, ont menacé Israël de sanctions. Sinon, eh bien, Israël n'a aucun intérêt à avancer vers des concessions, Bertrand Badi, c'était il y a 30 ans. Donc on voit Arafat et Yitzhak Rabin. Aujourd'hui, si on fait un parallèle, à la place de Rabin, donc on mettrait Netanyahou, et à la place de Arafat, on mettrait qui? Mahmoud Abbas. Est-ce que c'est inenvisageable? Il y a beaucoup de choses qui sont inenvisageables. Vous savez, quand on raisonne sur des questions de cette nature, il faut toujours avoir en tête que le contexte n'est pas le même. Le contexte de 91 et le contexte d'aujourd'hui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en 91, les États-Unis étaient grands vainqueurs de l'effondrement de l'URSS, de la réussite de l'opération Tempête du désert. Ils avaient convoqué dans la foulée une grande conférence, la conférence de Madrid, qui était censée résoudre ce conflit avec toutes les parties présentes. Et il y avait un leadership américain. Il y avait un leadership américain. Et osait exercer des pressions contre Israël. Et à ce moment-là, le grand frère était le grand frère et le petit frère était le petit frère. Et cependant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le suivi des accords d'Oslo a abouti, et avec un premier ministre israélien beaucoup plus modéré, celui-là même qui dit que le gouvernement Netanyahou est un gouvernement fasciste, et Ehud Barak, lui, n'a pas voulu aller jusqu'au bout des accords d'Oslo. Et même la pression américaine, qui était plutôt à son zénith à l'époque, n'a pas fonctionné. Depuis, il y a une formidable inversion. Et là, je suis en léger désaccord avec mon cher voisin. C'est que le rapport entre grand frère et petit frère s'est inversé. C'est-à-dire maintenant, c'est le petit frère qui commande au grand frère. Attendez, vous êtes en train de dire que c'est Netanyahou qui est le chef de la bande et Joe Biden quand Barack Obama avait fait une toute petite prière au Premier ministre israélien disant « gelez les colonies ». Il ne demandait pas de les démanteler, de les geler, c'est-à-dire pas en ajouter d'autres. À ce moment-là, le Premier ministre israélien lui a claqué la porte au nez. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'Israël a atteint un niveau d'hégémonie régionale sur le plan militaire, voilà l'une des conséquences. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que les États-Unis n'ont plus que quelques petits orteils au Moyen-Orient. Ils sont complètement absents de Syrie, ils sont absents d'Irak, ils sont partis d'Afghanistan. Donc ils sont encore moins en mesure d'imposer une Pax Americana. Et monsieur MBS leur a dit, vous savez, si vous demandez trop, je vous renverrai chez vous. Le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ça c'est fini, ça c'est terminé. La seule chose qui peut changer l'ordre des choses, c'est effectivement la pression sociale. Et ça, je pense que c'est une des... La pression sociale, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la pression venant de la société palestinienne, qui en a assez. Est-ce que la société palestinienne... Mais je pensais aux Israéliens, moi d'abord. Deux sous-questions. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours plus de colonies ? Ça veut dire qu'il y a toujours de nouveaux arrivants en Israël et qui viennent d'où ? Je crois que c'est une... Non ? Vous savez, il y a une... Il y a un moment... Non, je crois qu'il y a une volonté idéologique de s'installer dans ces territoires. Vous avez une loi qui est très importante, qui est la loi de juillet 2018. C'est pas un détail, c'est fondamental. C'est la loi sur l'État-nation du peuple juif, qui dit en gros, seuls les Juifs
sont souverains sur cette terre, et par conséquent, ils marginalisent les Arabes israéliens. Voilà, en Israël. Et ce qui est très important, c'est que dans ce texte, vous avez une phrase qui dit que la colonisation est une valeur fondamentale de l'État. C'est-à-dire que c'est constitutionnalisé en quelque sorte. Et donc c'est vraiment l'objectif de ce courant dont je parlais. C'est vrai que la gauche... Et avant. Non, mais ça a commencé en 1970, je sais bien. Donc la Cisjordanie est de plus en plus israélienne. Je veux dire que le point de rupture, enfin on n'a pas le temps, mais le point de rupture en termes de colonisation, c'est 78-79. D'accord. Oui, après l'arrivée du Likoud. Mais c'est vrai que la gauche avait commencé, mais pas de la même façon. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est ces gens-là qui sont au pouvoir et que pour eux, c'est absolument décisif de développer un maximum cette colonisation parce qu'ils considèrent que cette terre, qui n'est pas la Cisjordanie mais la Judée-Samarie dans leur langage, est la leur. Et par conséquent, il s'agit de créer des faits accomplis à partir desquels, eh bien, on pourra instaurer. Au fond, on pourrait faire une sorte de jeu de mots très simple. On prend la terre, et ça c'est très historique, de façon à contrôler un territoire. Et plus on contrôle du foncier par des colonies, plus on va contrôler un territoire. Et je voudrais juste ajouter un dernier mot sur cette société israélienne. Elle est effectivement beaucoup plus, disons, elle a accepté complètement, intériorisé cette colonisation. Les gens qui ont aujourd'hui, qui sont au pouvoir, ou qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans, la colonisation n'est pas un fait nouveau. Ils ont vécu, ils sont nés dans la colonisation, ils sont nés dans les colonies. Beaucoup des ministres ou des membres du gouvernement ou des députés sont nés dans les colonies. Par conséquent, c'est un autre monde. Et il n'est pas question de le remettre en question. Ça, c'est extrêmement grave. Juste un dernier mot par rapport à ce que tu disais sur les États-Unis. Il y a quand même un élément qui peut-être peut toucher les choses, c'est que peut infléchir les choses, c'est que cette brutalité de ce gouvernement actuel avec Ben Gvir va choquer et choque beaucoup de membres de la communauté juive américaine. Et ça peut avoir y compris la diaspora. Ça peut avoir un impact parce que les libéraux américains ne peuvent pas accepter effectivement cette dérive. Et ça, c'est un point important. Georges Malbruno, est-ce que ça peut d'ailleurs fragiliser la start-up nation israélienne? Parce que Israël est aussi connu comme une terre à la pointe des technologies. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où la fragilité sociale et ces images et ces attentats font que les investisseurs et même les brillants ingénieurs diront ça devient compliqué de travailler dans cet environnement et moi je vais repartir m'installer aux États-Unis, à Boston. S'il y a un niveau de violence très élevé, oui, mais on en est encore très loin. Et je pense que ça n'aura pas d'impact sur ce que vous appelez la Startup Nation. En revanche, ça a un impact sur l'image d'Israël. Lorsque tu dis, effectivement, que même la diaspora américaine, qui est très, très majoritairement derrière Israël, s'interroge aujourd'hui. En France, d'ailleurs, on n'entend pas beaucoup la communauté juive s'interroger un petit peu. Donc là, ça pose un vrai problème. Donc en termes d'image, c'est préjudiciable pour Israël. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'impasse stratégique. Mais sinon, non, au contraire, très cyniquement parlant, l'occupation israélienne depuis des territoires palestiniens, a favorisé l'émergence d'une technologie israélienne, de services de renseignement extrêmement puissants, qui essaiment ensuite le contrôle social. Ensuite, lorsque vous sortez du Shin Bet ou du Mossad, vous allez créer votre boîte, ça s'appelle NSO, et vous allez vendre ces produits merveilleux pour écouter vos opposants. Ils sont à la pointe de la technologie de surveillance et de aux sécurité. Leaders arabes du Golfe, qui eux sont pas forcément pro-Israël, mais surtout une priorité, c'est d'écouter leurs opposants. Donc je veux dire que ça fait partie de la victoire dont vous parliez, dont je parle, la victoire israélienne et dans laquelle l'occupation des territoires palestiniens a contribué, quoi. Donc il faut avoir ça à l'esprit de manière très cynique, mais c'est la réalité. Et donc voilà, donc je pense qu'Israël, non, mais en termes d'image, c'est assez catastrophique. Alors en termes d'image, on sait que l'importance du soft power. Donc depuis des années, il y a des séries israéliennes qui mettent en scène les services secrets israéliens en leur donnant le beau rôle, évidemment. Et bien, de la même façon, ou de façon parallèle, désormais, le Hamas tente également de promouvoir des séries exactement inversées, côté palestinien. Vous voyez ce sujet de Nenayem. Cette caméra filme une scène dans un bureau, avec drapeau israélien, photo de Théodore Herzl et documents en hébreu. Nous sommes au cœur de Gaza, l'enclave palestinienne, et dans ces studios télé, une série pro-résistance palestinienne est en plein tournage. Alors pour l'occasion, des bureaux des services israéliens ont été recréés. Une manière pour le mouvement islamiste Hamas de mettre en scène sa version du conflit israélo-palestinien. Plus les gens me détestent, plus je considère que mon personnage est réussi. Plus je peux provoquer les gens ici dans les rues palestiniennes, plus le personnage est réussi.
Ces séries Made in Gaza sont une réponse aux séries israéliennes de ces dernières années, et notamment Fauda, chaos en arabe. Cette série met en scène une unité des forces spéciales israéliennes, infiltrant les milieux palestiniens et, selon certains ici, criminalise le peuple palestinien. Nous voulons inverser l'équation, montrer le point de vue palestinien et diffuser des fictions sur l'esprit de notre résistance, de la même manière que les autres réseaux soutiennent les fictions sionistes trompeuses. Dans cette série, les héros ne sont donc pas les forces israéliennes, mais les combattants du Hamas, considérés comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Donc le Hamas, Bertrand Badi, qui tient la bande de Gaza, donc c'est 2 millions de Palestiniens qui vivent dans une bande, on le rappelle, à 10 km de large sur 40 km de long. Qui finance tout ça? C'est toujours l'Iran, c'est Téhéran qui est derrière Alors originellement, c'est Hamas. Le Qatar. Vous savez, il faut toujours, quand il est question de région, voir les alignements qu'il y a dans la région. Et le Qatar, c'est sa façon aussi de défier l'Arabie Saoudite que de soutenir le Hamas. Et donc, au départ, c'était cela. Alors, l'Iran a besoin de se positionner. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la raison pour laquelle l'Iran se positionne dans ce conflit. Alors, pourquoi c'est-elle entichée de la cause palestinienne? Alors, par anti-israélisme primaire? Non, justement, c'est pas du tout dans ces termes. C'est-à-dire que l'Iran observe, la diplomatie iranienne observe depuis un certain temps que les alliés arabes traditionnels des Palestiniens tendent de plus en plus à se retirer. Et l'occasion, l'aubaine est très grande. C'est-à-dire de dire, voilà, vous, frères arabes des Palestiniens, vous ne vous intéressez plus à la question palestinienne, c'est nous qui sommes les véritables garants de la cause palestinienne, où se mélange en même temps une teinture nationaliste, en quelque sorte. La Palestine, c'est quand même l'un des derniers pays colonisés au monde, et aussi, bien sûr, une teinture islamique musulmane, même si les Palestiniens ne sont pas tous musulmans, mais le rapport à Al-Quds, les lieux saints musulmans, est un rapport suffisamment structurant. Donc, on gagne sur les deux tableaux, sur le tableau symbolique, sur le tableau diplomatico-stratégique, en disant, voyez, cette Arabie Saoudite qui se présente comme protectrice des lieux saints, ne fait pas son travail de défense de la cause palestinienne, et dans cette rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, eh bien, effectivement, l'Iran prend un gage. Alors, c'est d'autant plus important qu'il y a un poncif qui circule et qui est absurde, qui consiste à dire les chiites contre les sunnites, l'arc, le fameux arc chiite, qui ne veut strictement rien. Parce qu'alors, ils sont chiites, les Iraniens, et les Palestiniens. Hamas, il n'y a pas plus sunnite. Voilà. Bon, donc, ça montre à quel point ce genre de simplification est dangereuse. L'Orient compliqué. Il y a une instrumentalisation. Non, c'est pas compliqué. Simplement, il y a de temps en temps des rationalités politiques qui l'emportent sur les rationalités culturelles et identitaires. Chaque pays a besoin d'un ennemi. Israël a besoin d'un ennemi qui est l'Iran, et l'Iran a besoin d'un ennemi qui est Israël. Ah oui, c'est ça, c'est pour exister, pour souder, pour Bien sûr. Moi, quand je vais en Iran, je vois un monsieur qui s'appelle Hossein Shariat Madari, qui est un ami du guide suprême, qui est à la tête d'un journal, qui est un dur. Il me dit, par exemple, moi, j'adorais Donald Trump, parce qu'avec Donald Trump, on avait un ennemi. La même chose avec Israël. Je veux Benyamin Netanyahou, parce que l'Iran a besoin pour exister. Enfin, le pouvoir iranien, la société iranienne, et s'en fiche totalement. L'Iran qui est sur le point d'avoir la bombe atomique. Comment on vit ça Alors, est-ce que la perspective de voir une Iran dotée de l'arme atomique inquiète en Israël? Ou bien non, ils disent c'est pas grave du tout. Elle inquiète très fortement depuis plus de 15 ans. Ils envoient toujours des virus informatiques, ils ont toujours des espions là-bas qui vont saboter le travail. Ils ont fait ces dernières 48 heures, samedi, ils ont frappé une usine à Ispahan en Iran de fabrication, de missiles, parce que effectivement l'Iran représente par sa capacité encore virtuelle, mais quand même, ils sont au seuil nucléaire, sa capacité balistique, on l'a vu avec des missiles iraniens en Ukraine, une menace, de la même façon qu'Israël. Juste dernière question, est-ce que les Israéliens se réjouissent de ce mouvement de la jeunesse iranienne qui veut faire vaciller les mollahs? Ils ont dit très rapidement que ça n'irait pas très loin. Ils ont été, parce qu'ils connaissent, ils les ont infiltrés. Ils les ont infiltrés, les jeunes? Oui, ils ont infiltré le pouvoir iranien. Ah oui, d'accord. Le Mossad a infiltré, donc il sait que cette révolution n'existe pas.
contrairement à ce qu'on a dit, elle est très attachante. Elle ne portera pas ses fruits, si vous voulez. Et ça, les Israéliens ont dit très rapidement. Il reste très peu de temps. Faire très attention. D'abord, personne ne sait si véritablement l'Iran va avoir cette arme atomique, mais tout le monde sait, et en Iran en particulier, que l'usage de l'arme atomique face à Israël serait complètement suicidaire pour l'Iran. Donc la question ne se pose même pas, c'est un prétexte, c'est un alibi politique de la part d'Israël, parce que ce qu'Israël ne veut pas, ce dont elle ne veut pas, c'est effectivement perdre le monopole de l'arme atomique, l'arme nucléaire dans la région. Dans la région, exactement. Jean-Paul Chagnolot, le mot de la fin sur Israël, donc avec cet ennemi palestinien, enfin, moi, je crois que de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut trouver un lieu qui permette d'enclencher un mouvement politique. C'est ça qui est fondamental. Il faut impérativement un retour aux politiques. Là, nous sommes complètement ensevelis sous le sécuritaire. Et donc, il faut trouver une solution politique. C'est ce que va dire Blinken cet après-midi ? J'espère qu'il va dire ça, qu'il ne va pas simplement se contenter d'être dans cet enfermement sécuritaire qui mène nulle part, parce que c'est fondamentalement mortifère. Et du côté palestinien, par exemple, cet enclenchement politique, ça voudrait dire, ce qui n'a pas été fait l'année dernière et ce qui aurait dû être fait, c'est des élections qui permettent de régénérer un pouvoir palestinien. Et les Palestiniens ont une carte importante d'un point de vue stratégique à jouer, justement par rapport à ça. Malheureusement, pour l'instant, il n'en est pas question. Mais ça serait un élément important qui aurait dû se faire en 2022. Il y avait des élections législatives et présidentielles. En Cisjordanie ? Bien sûr, sur l'ensemble des territoires occupés. Et finalement, Mahmoud Abbas, qui a eu peur de perdre le pouvoir, les a non pas simplement reportés, mais annulés. Et ça, c'était grave. Parce que du coup, ça a laissé la population, face à tout cela, face à elle-même, en quelque sorte. Bien, merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre et à décrypter ce qui s'est passé ce week-end en Israël. Je rappelle que l'Info c'est clair est disponible gratuitement en podcast sur toutes les plateformes. Vous restez sur France Info et demain nous décrypterons ensemble cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Bonne journée, à demain sur France Info.